Bonjour et bienvenue dans ce Kick Parade 76 après une longue absence d'une semaine. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à tous et à tous. Voilà, si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai trop chaud. Donc il y a un petit peu de bruit de fond, mais je me suis dit, bon, je préfère qu'il y ait du bruit de fond plutôt que de crever de chaud en direct. Et bah écoutez, c'est parti pour le top 10 de la semaine et pour les nouveautés. Si ça vous plaît, mettez un pouce. Si vous ne connaissez pas le Troll Savant, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas à regarder les autres vidéos et à vous abonner. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter les jeux qu'on va vous présenter durant cette émission. Allez, c'est parti. 10e place, c'est Nut Hunt. Alors Nut Hunt, on en avait parlé il y a 2 semaines. Il reste 7 jours avant la fin de la campagne. Il en est à 27 000 euros, 821 contributeurs. Voilà, donc il finit doucement sa campagne en atteignant le bas du top. Du top 10. C'est une prise de territoire avec des petits écureuils qui vont se faire pourchasser aussi par des renards. Il va falloir créer son nid. Et tout cela se passe sur des tuiles avec des meeples. Oui, il y a 2 semaines, on avait aussi beaucoup souligné le côté graphique qui était assez bien travaillé, Ouais. et puis les composants qui étaient relativement éco-friendly. Bon, ils ont continué sur la lancée avec les stretch gold. C'est pas un franc succès, mais pour la période, parce on l'a déjà précisé, hein, souvent la période estivale, c'est pas la période la plus propice pour les gros jeux de plateau. Mais voilà, c'est là où on peut découvrir comme ça ce genre de petites pépites qui normalement n'auraient jamais fini sur le top 10. Et là on les voit se hisser tranquillement, faire leur petit bonhomme de chemin, donc c'est un joli succès. Ouais, il y aurait pas mal à dire hein, sur un peu l'évolution de. On l'avait déjà évoqué sur l'évolution des crowdfunding en ce moment. C'est pas très simple. 9e place, c'est une entrée, c'est Pagan Fate of Roanoke. Alors c'est un jeu qui est déjà sorti, c'est une seconde édition. D'ailleurs ils annoncent tout de suite la couleur, hein, qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté dans cette seconde édition, à part un petit remaniement de certains éléments qu'on peut avoir dans un pledge seul d'ailleurs. Au lieu de reprendre le jeu, si vous voulez, un petit peu les composants, pas de luxe, mais en tout cas un peu modifiés. Donc Pagan, c'est un jeu à 2 joueurs. L'un incarne une sorcière et l'autre incarne un chasseur de sorcières. Tout cela se passe au XVIe siècle, bien sûr. Vous vous retrouvez dans un village, hein, le village de Roanoke. Et, donc l'un va essayer d'enquêter pour débusquer la sorcière, et de l'autre côté, eh bien, la sorcière va essayer de charmer un peu les gens du village et de se confondre, de se cacher, et puis d'user de sa magie, évidemment, sinon c'est pas drôle. Il en est à 69 000 euros, 1075 contributeurs, et il reste 15 jours de campagne. Et ça m'a l'air plutôt pas mal comme truc. Enfin bon, c'est un jeu qui a fait ses preuves. Il avait déjà eu un beau succès hein, dans la première édition, mais j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve ça vraiment cool. Bah, pour le coup, les illustrations, on en avait déjà parlé lors de la première campagne, elles font très Darkest Dungeon. Ouais, Au point où je m'étais même posé la question de est-ce qu'il s'agit du même illustrateur, mais non, c'est juste voilà, du c'est une pompage. coïncidence. Voilà. Peut-être pas, parce que De pas sur tous les éléments, l'inspiration, il y de en a l'hommage. certains. Voilà. De l'hommage, it's un hommage. Voilà, mais globalement, ouais, le jeu est vraiment sympa. On avait regardé un peu le gameplay, ça tournait plutôt bien. D'ailleurs, vous avez la possibilité de le tester sur Tabletopia. Pour moi, le seul petit reproche, c'est que ils font une multitude de pledges avec énormément de composants. Mm, Et je trouve ça too much. Pour le coup, c'est très à l'américaine, quoi. mm. C'est à la fin, il y a 150 trucs de bibelots, de machin, etc. Alors que justement, le jeu joue vachement sur son côté accessibilité. Voilà, c'est du 2 joueurs, c'est de l'affrontement, et simple mais pas simpliste. Et derrière, il te balance 150 pledges différents avec les derniers avec des prix complètement exorbitants. Bah voilà, on en parlait par rapport à la culture aujourd'hui sur le crowdfunding. Est-ce que ce genre de démarches ont encore réellement leur place avec cette multitude d'éléments, avec tous les problèmes de livraison qu'ils rencontrent aujourd'hui? Bah ouais, Je ouais. trouve que c'est un peu risqué, et Mm. finalement ça sert pas à grand chose, on l'a vu. Puis les pledges ont tendance à se simplifier hein, de plus en plus, on le voit même dans ce top 10. Hein. Ils ont tendance à réduire l'offre dans les pledges pour pas s'y perdre et puis pour pas aussi avoir de différentes, de différentes livraisons. Hein. Ils essayent de standardiser leurs pledges pour que ça coûte de moins en moins cher. L'industrie du jeu fait face évidemment, comme beaucoup d'autres secteurs, à une énorme inflation et c'est un peu compliqué le jeu en ce moment. Voilà. Surtout sur le crowdfunding évidemment.
Huitième place, c'est First in Flight, a Historical Aviation Board Game. On en a parlé, il est toujours à la même place, il n'a pas bougé. 68 000 euros, 1474 contributeurs, c'est sa dernière semaine. Donc là, c'est une course à l'innovation d'aviation. Hein. Vous allez essayer de créer, d'améliorer le mieux possible votre avion afin de faire le vol le plus long et de remporter fortune et gloire, bien sûr. Donc voilà, donc je trouve que la thématique est plutôt sympathique, ça change de l'éternelle course, tu vois, d'avion basique. Là, c'est plutôt une course scientifique presque. Et je trouve que l'idée est bonne. Après, l'exécution, je trouve, fait un petit peu cheap. On en avait parlé, hein, que ça faisait un peu amateur. En tout cas, il a plutôt su trouver sa place sur Kickstarter. Voilà. Ouais, moi je trouve qu'il a fait un. Enfin, globalement, ouais, il avait fait un bon décollage, mais après, je trouve que. Il a eu un peu du mal à se. Enfin, il s'est maintenu, mais il n'y a pas eu de véritable envolée. C'était pas T'as une vu campagne turbulente non plus, deux mais c'est actus, hein. vrai que. C'est ça. La C'est campagne, elle très. ne vit pas, quoi. Ouais, mais C'est mou du bulbe. c'est un peu du plomb dans l'aile, Ouais. mais. Putain, Après, t'arrêtes pas de bon. faire du jeu de mots, toi. Hein. T'as vu ça un T'es peu? en forme, hein. Je me suis demandé, ouais. Je me suis dit, allez, je Et le le mec tente, fait allez. ça, hop, hop, comme si de rien n'était. Là, il te passe ces petits calembours. Ouais, mais par contre, un truc qui est assez cool, c'est qu'ils sont extrêmement transparents, notamment par rapport à la TVA et au prix de livraison, Mm. etc. Et tu dis, bah voilà, regardez, ça coûte pas cher hein, de faire un petit tableau, vous Ouais. mettez les prix, vous mettez le pays, à la limite, vous mettez un petit lien pour voir le tableau complet. Puis voilà, hein, ça mange pas de pain et ça devrait être une obligation aujourd'hui sur n'importe quelle campagne Ça. d'avoir autant de transparence sur les coûts supplémentaires qui peuvent survenir. Allez, on passe à la 7e position. Et c'est un nouveau jeu qui s'appelle Globe Trotting. Le thème, c'est vous allez voyager partout sur la planète. Enfin, en tout cas, vous allez prévoir un itinéraire. Il va falloir le respecter et essayer de faire un maximum de choses pendant cet itinéraire, voir des jolies choses, rencontrer des gens. Et évidemment, c'est complètement dans le mood des jeux un petit peu bucoliques, un petit peu contemplatifs qu'on a vu depuis quelques années, comme Parks par exemple, ou comme il y en avait un il n'y a pas longtemps là où on se baladait on faisait un trek en Californie, j'ai oublié le nom du jeu, mais c'était genre il y a 3 semaines sur Kickstarter. Et on s'est souvent plaint ça commençait un peu à aller au bout de l'histoire, hein, ce genre de truc. Là, je trouve qu'ils ont donné une petite impulsion supplémentaire parce que, surtout au niveau du composant, c'est que chaque joueur aura un petit globe terrestre sur lequel il va tracer directement ses itinéraires avec un stylo évidemment effaçable. Et je trouve que c'est. Voilà, fallait y penser quoi. C'est un truc pour être un peu gadget, mais il y a un vrai gameplay derrière parce que il va falloir vraiment que ça coïncide avec votre partie quoi. Et je trouve que c'est une idée sympathique, voilà, pour un peu renouveler le genre. Ouais, je suis d'accord, c'est-à-dire que effectivement moi à la première approche je me suis dit oula ouais c'est un peu gadget et en fait pas du tout parce que finalement tous les composants sont ultra thématiques mais ne desservent absolument pas le gameplay et au contraire y ajoutent une véritable valeur ajoutée. Justement effectivement c'est ce qu'on reprochait aux autres quoi, c'est que finalement ils commençaient tous un peu à se ressembler. Ben voilà, là c'est pas un jeu qui est extrêmement original mais qui va proposer le petit élément en plus qui va faire qu'il va se démarquer de ses concurrents. Y compris la boîte qui est en valise. Exactement. Et puis les éléments de jeu qui sont sous forme de passeport, de différentes nationalités. Ah, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont bien pensés. Le seul petit bémol que j'émettrais, c'est que autant sur le principe, les jeux comme ça à base de stylo effaçable, je trouve ça très fun. Autant pour en avoir quelques-uns à la maison et les avoir testés, la plupart du temps, le matériel finit quand même par s'abîmer. Parce que autant le globe, je pense que ça va pas vraiment poser de soucis, autant pour tout le matériel un peu plus petit, les petits composants, voilà, à voir si finalement... fragile. Un peu, voilà, parce qu'en fait finalement, les traits de crayon, s'il a partir du un peu longtemps que tu as oublié d'en effacer un, après le trait va toujours rester un peu en... Moi j'ai vois, le va problème laisser une avec marque. Core Space. Le jeu de figurines Core Space sur lequel... Enfin, un problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est beaucoup de stylos effaçables sur les fiches des personnages, parce qu'au fur et à mesure des aventures, tu peux augmenter leurs trucs, c'est avec des stylos effaçables. Et effectivement, quand t'as pas fait une partie depuis 3 mois, puis que tu veux continuer ta campagne, pour effacer, parfois un petit peu d'eau ou un petit peu de produit, quoi, parce que ça a tendance à marquer, quoi. Et ce sont les auteurs de Canva, qui avait été un gros succès sur Kickstarter, et puis C'est vrai. qui est sorti en boutique. Et qui avait pareil cette même thématique extrêmement marquée.
Donc probablement un créateur à suivre dans les temps à venir, voilà, parce qu'il va peut-être réussir s'il continue sur cette lancée, on va continuer à avoir des jeux qui sortent un peu du lot en termes de matériel, et c'est pas pour me déplaire. Allez, on va sur GameFound pour la 6ème place, et c'est Brett Walda. C'est un nouveau jeu, 185 000 euros, 1750 contributeurs. Il reste une petite quinzaine de jours. Alors Brett Walda, c'est un jeu de prise de territoire et de pouvoir. Vous êtes dans l'Angleterre, alors je me souviens plus du siècle, c'est 8e ou 7e siècle, je sais plus. En tout cas, c'est assez mixé avec les Vikings, c'est ce que j'ai compris, hein, je suis pas un historien. C'est au 8e siècle. Ah, c'est 8e. Fin du 8e, quelques années avant le début du 9e siècle. Et donc, il va falloir prendre la place du roi qui est mort. Vous êtes des régions assez indépendantes en Angleterre, et il va falloir évidemment manigancer et se battre, y compris sur les mers, hein, parce qu'il y a des dracars, mais je sais qu'il y a un côté, ils insistent vachement sur anglo-saxon, donc il faudrait connaître l'histoire, hein. Si vous connaissez l'histoire de la Grande-Bretagne sur le bout des doigts, n'hésitez pas. Bref, bon. Moi, ça m'a vachement fait penser à Le Roi est mort, qui était un petit jeu qui était sorti chez Ori Games, qui était sorti en boutique, et qui faisait parfaitement le job. C'était exactement la même thématique. Alors, c'était un peu plus tard, c'était plutôt médiéval, mais vous aviez une carte de l'Angleterre et il fallait prendre le pouvoir. Il y avait plus, enfin, c'était divisé en régions, et c'est un peu la même thématique, et qui coûtait moins cher et qui était plus simple et qui était très très bien. Là, c'est très surchargé, hein, au niveau du graphisme. Je dis pas que c'est moche, hein. Je trouve que c'est même plutôt réussi parce qu'ils reprennent le style de l'époque. Donc c'est très coloré, très fourni, très détaillé. Ça a pas l'air... Enfin, moi je trouve que ça ne nuit pas trop à la visibilité, à la lisibilité. Bah, moi pour le coup je suis extrêmement fan de la DA. Je trouve ça... Enfin, on le sent aujourd'hui qu'il y a des mecs qui viennent bosser sur des jeux comme ça. C'est des passionnés, alors d'histoire, de sociologie, de sciences, peu importe. Là on sent qu'effectivement, comme il y a tout ce côté enluminure qui viennent apporter une véritable valeur ajoutée au jeu, même au niveau des figurines très inspirées des sculptures de l'époque, la monnaie identique, les cartes c'est pareil, et ils ont réussi par le biais de codes couleurs et de petits éléments très simples mais bien distillés à faire en sorte que en fait le plateau ressort bien en fait. On voit notamment dans la vidéo de présentation, on voit une partie etc. En plus on fait des effets de lumière un peu sombres, un peu exactement, et on en a parlé de jeux qui, par cette surcharge d'éléments, en deviennent peu ergonomiques et assez illisibles. Et ben là, je trouve qu'il y a un dosage, en tout cas de la présentation qui en est faite là, quasi parfait en fait. Entre jeu extrêmement bien pensé en termes artistiques et une lisibilité qui va pas rendre les parties extrêmement compliquées à suivre, etc. Même au niveau des cartes, voilà, il y a l'enluminure, mais ils ont fait exprès de laisser un petit blanc autour du texte pour que le texte ressorte plus facilement. Donc non, c'est un vrai travail de réflexion autour du game design, et ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais, c'est assez joli, ouais. Et vous pouvez l'essayer sur le Tabletop Simulator, et en plus il y a une VF. Peut-être que... Et en plus la TVA est inclue. C'est beaucoup de points positifs, quoi. C'est vrai. On vous laisse regarder de près. 5e place, Bot Factory, excusez-moi. C'est le nouveau Vital Lacerda, donc l'auteur de On Mars et de Weather Machine, qui avait fait un carton il y a quelques mois sur Kickstarter. Donc si vous ne connaissez pas le style de Vital Lacerda, ce sont toujours des jeux extrêmement bien pensés, extrêmement beaux, mais avec une mécanique prise de tête. Bon, c'est de la dentelle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses tes actions 4 tours avant, et qu'il y a plein de choses à penser, plein de variantes, plein de trucs. Sauf que, je sais pas si c'est d'accord, mais là j'ai l'impression qu'il s'est un peu calmé sur ce Bot Factory. Je trouve qu'il a l'air en tout cas, hein, il a l'air moins compliqué, moins dense que ses autres créations. Par contre, c'est toujours un peu le même délire, hein. Il aime beaucoup les usines, les trucs industriels. Il avait fait aussi un jeu sur une usine de construction de bagnoles, je ne me souviens plus du nom. Et là, il va falloir faire des robots. Donc, vous avez plusieurs zones. Vous avez l'usine en elle-même, vous allez assembler vos robots. Vous avez une espèce de marché où il va falloir reprendre les pièces détachées. Vous avez une espèce de marché aussi au blueprint, au plan pour pouvoir faire vos robots. Et il y a aussi tout un côté, comment on appelle ça, auctions, comment on a dit ça en français, je ne sais plus, mais vous allez essayer de monter les valeurs de chaque robot et de parier dessus pour faire monter leur cote. Donc voilà, donc ça reste quand même un jeu
pour expert, faut quand même pas déconner, c'est pas C'est mis au ça, jeu mais en fait, ambiance. mais c'est moins que ce qu'il a pu nous proposer par le passé. Par le passé, dès qu'il y avait un jeu Vital Lacerda qui sortait, il y avait la cote en bourse du Doliprane prenait 4 points, enfin c'était un truc de fou. Mais là, effectivement, on le sent, on sent quand même effectivement sa patte parce qu'il y a quand même des thématiques très propres, Complètement. presque Fordisme dans les actions. Tu vois, Ouais. c'est des machines, des trucs d'assemblement. Effectivement, il faut calculer plusieurs tours à l'avance. Après, d'ailleurs, il n'est ici en co-créateur. D'ailleurs, je trouve ça plutôt agréable que dans la partie créateur de la page, ils mettent d'abord en avant Quintella Juano Martins. Quintella Martins. Et du coup, je me dis, bah voilà, c'est vrai que la plupart du temps, dans ce genre de projet, tu mets l'acteur connu en avant. Mm. Mais là, visiblement, lui, il y a quand même un passé qui fait que ce jeu-là semble être plus dans son domaine. Et que Vital Lacerda est vraiment venu là pour en soutien. Mm. Après, je trouve pas le jeu top. En vrai, même en termes de mécanique, je trouve que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Son précédent jeu ressemblait un peu avec des thématiques un peu plus sympas autour de la météo, etc. Je trouve que ça marchait mieux. Et là, je trouve que le dessin un peu naïf, avec un jeu aussi complexe, je trouve ça un petit peu le cul entre deux chaises. Et à titre personnel, moi, ça me parle pas trop. Ouais, moi, je suis un petit peu moins sévère. J'aime bien le graphisme. Je trouve que c'est très coloré, très pop. Mais en même temps, je trouve ça clair. Je trouve que tu vois, sur une table, je pense que ça a quand même de la gueule. Faut peut-être limite mettre des lunettes de soleil. Mais, mais je pense que ça doit être assez joli sur une table, ce truc-là. Puis il y a toujours ces jolis meeples chez Vital Lacerda. Tu sais, Ça, c'est vrai. Il y a toujours des meeples avec des formes intéressantes. Ça fait partie de la tradition. En tout cas, il en est à 110 000 euros, 2141 contributeurs, et c'est déjà la dernière semaine. C'était une campagne courte. On va passer à la 4e place avec un jeu qu'on n'avait pas évoqué, mais qui était là depuis la semaine dernière, mais il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. C'est The Extra Fabulous Experience. Donc c'est le jeu d'ambiance apéro de la semaine. On est à 275 000 euros, 3773 contributeurs, ce qui est beaucoup pour un jeu d'ambiance. Bon, on a vu mieux, mais il cartonne bien. Et c'est un jeu, c'est un peu spécial parce que c'est tiré, je crois, de ce que j'ai compris, d'une bande dessinée, qui le inclut dans le pledge d'ailleurs, si je ne m'abuse. Donc c'est un univers assez particulier, quoi. Je sais pas si tu connais toi ça, cet univers. Oui, en gros, ça avait eu un petit succès parce qu'à l'époque, c'était un peu des comic strips, les nouveaux comic strips qu'on trouvait normalement sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, on en voit quelques-uns. On avait il y a quelques temps Cyanide et Happiness qui était un peu dans la même veine. Voilà, c'est pareil, c'est un créateur qu'on a beaucoup vu tourner sur Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, il s'était fait un peu connaître là-dessus. Et effectivement, là, j'ai un peu l'impression que c'est à la fois l'édition de son bouquin et aussi un petit jeu d'apéro. Alors c'est assez drôle parce que je trouve que notamment chez les Américains, il y a beaucoup de personnes issues du milieu d'internet qui se sont mis à faire cette espèce de combo jeu apéro plus version physique de leur travail sur internet. Bon, après là, moi je trouve que le jeu est pas très intéressant. Oui, ça a l'air assez gadget. Ouais, pour le coup, je trouve ça un peu trop gadget. Alors que pour Cyanide et Happiness, bon, on n'était pas fan, c'était pas notre style de jeu, mais vraiment le jeu semblait être clairement réfléchi. Ce qui est pas là le cas où t'as un peu l'impression que c'est un goodies pour accompagner le bouquin. En tout cas, il a sa base de fans, parce que là, il 3773 contributeurs. Ça vient pas de nulle part. Allez, vous connaissez la tradition de l'émission. Avant les 3 premiers du classement, on fait un tour par les nouveautés de la semaine. C'est une semaine assez calme, comme on l'a dit. On commence à rentrer dans le cycle de l'été. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de difficultés. Je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui, pour l'instant, retiennent leur campagne. On a vu des gros jeux se planter en une semaine. Il y a eu pas mal d'annulations. C'est un peu la panique. Donc voilà. Donc ce sont des nouveautés mesurées. On commence. Alors je vais vous parler de 2 Kickstarter. Stardust Coffee est un jeu qui vient de Hong Kong et dans lequel vous allez essayer de récolter les meilleurs ingrédients à travers la galaxie pour vendre votre café dans la station spatiale. Donc je trouve la thématique ultra rigolote. Voilà, donc j'aime bien la thématique. Après l'exécution, il y a tout ce côté un peu dessin naïf, 50s, c'est un peu logo. Et je trouve que malheureusement c'est pas très abouti, le matériel a pas l'air super top, super joli. Voilà, mais sinon vous parcourez l'espace avec votre vaisseau, vous récoltez des ressources, vous pouvez vous faire attaquer par des pirates, vous pouvez améliorer votre vaisseau. Il y a du pick-up and delivery évidemment, donc pourquoi pas.
pourquoi pas, si vous aimez ce genre de jeu, allez jeter un coup d'œil, surtout qu'il est pas très cher en plus ce jeu. Deuxième nouveauté sur Kickstarter, pareil, petit jeu, Channel One, donc c'est un jeu de cartes, alors pareil, avec un look très très vintage, alors là on est plus années 50, et la thématique c'est vous êtes des reporters sur une chaîne locale, et vous allez essayer de débusquer des scoops, donc ne vous attendez pas à couvrir des guerres ou à soulever des scandales politiques, là c'est plutôt des trucs de quartier, et donc voilà, donc c'est un jeu de cartes avec un peu de meeple, bon, ça va perdre casser trois pattes à un canard, mais enfin bon, ça valait le coup d'en parler un petit peu, en tout cas de soulever que c'était actuellement sur Kickstarter, si vous aimez ce genre de petits jeux. Allez voir. Je vais te laisser enchaîner pour Game on Tabletop. D'accord, bah écoutez, Game on Tabletop, c'est parti, let's go. Alors moi sur Game on Tabletop, je vais vous parler d'un projet un peu particulier. Il s'agit d'un jeu de plateau coopératif inspiré d'un jeu de rôle qui s'appelle Nephilim. Donc peut-être que la prononciation n'est pas très bon, excusez-moi s'il y a des adeptes de ce jeu de plateau. Toujours est-il que voilà, c'est un jeu français qui est distribué par à la base un éditeur de livres qui s'appelle Mnemos. Donc aujourd'hui qui a commencé à se faire un peu une carrière dans le monde geek parce que c'est lui notamment, c'est eux qui avaient contribué à la réédition, à la retraduction des bouquins de Lovecraft, de Clark Aston Smith, de Ron Howard, etc. Donc il y a beaucoup de vieils essais, vieilles auteurs de films, enfin de bouquins pulp, etc., qui ont été remis au goût du jour par Mnemos, et dernièrement ils ont un peu envie de s'intéresser à d'autres styles, donc ils avaient un peu testé le jeu de rôle, le livre dont vous êtes le héros, et maintenant le jeu de plateau. Alors c'est du jeu d'aventure à base de scénario. Sur le principe ça me rappelle un petit peu Time Stories, avec peut-être un peu moins d'aléatoire, un peu plus de gestion de ressources, mais on est un peu dans cette même idée d'avatar qui vont partir dans différentes époques, prendre possession de corps et tenter de résoudre des enquêtes. Là où c'est intéressant, c'est que les deux personnes qui rédigent les textes sont de véritables auteurs de romans. Donc il y a une véritable patte qui est apportée à la qualité d'écriture, au soin du matériel. C'est Et joli, hein. là actuellement c'est très joli pour Ça l'instant. fait très Malheureusement, high fantasy d'ailleurs, hein, plus que Heroic Fantasy, je trouve. Oui, totalement. Totalement, mais ça a l'air vraiment vraiment bien pensé. Alors les illustrations sont peut-être un peu inégales, il y en a certaines auxquelles je suis un peu moins sensible, mais il y en a globalement, je trouve que le plateau il a de la gueule. Mais voilà, 106 contributeurs, ils sont à 62%. Clairement, dans cette période où il n'y a pas non plus de gros classiques, bah voilà, c'est le genre de petits jeux auxquels je vous invite à vous intéresser, parce que c'est français, c'est fait par des Français, le matériel il est pléthorique sans être exagéré. Donc voilà, intéressez-vous à ce jeu, je trouve ça plutôt sympa. Ok, alors je vais enchaîner avec Ulule. Sur Ulule, moi j'ai repéré Totemix. Donc également un jeu français, fabriqué en Europe. D'ailleurs il y a tout un petit blabla à la fin, assez engagé dans le côté local et écologique pour créer le jeu. Donc c'est toujours intéressant. Et vu la thématique, c'est un peu normal. Vu que dans Totemix, et vous allez essayer de recréer le monde tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire inviolé, beau. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un jeu à tuiles où il va falloir refaire la forme originelle du monde qui a été choisie en début de partie. Donc je ne sais pas exactement comment ça marche. Doit y avoir un canevas au début où les tuiles doivent se mélanger, puis il va falloir les refaire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu en temps réel. Il n'y a pas de tour. Donc je ne sais pas comment ça marche. C'est pas le bordel. En tout cas, ça peut être rigolo, quoi. Et donc il va falloir déplacer ces jetons, aller sur des tuiles, provoquer les pouvoirs de ces tuiles. Il y a aussi les animaux totems qui vont vous aider à ça. D'où le titre du jeu. Et voilà, donc c'est assez ambitieux dans son gameplay. C'est assez soigné, c'est engagé et c'est français. Vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator et Tabletopia. Donc il y a vraiment plein d'atouts pour ce jeu sur Ulule. Et il en est pour l'instant à 4 558 €, 113% du financement. Donc il est financé en plus, vous ne prenez pas de risque. C'est merveilleux. Voilà. Et on va finir sur GameFound. C'est toi là. Allez, c'est moi qui m'y colle. Alors du coup, je vais commencer par vous parler de
Umbrella Academy The Game. Umbrella Academy, à la base, c'est un comics qui est sorti chez Dark Horse, puis ça a été adapté dernièrement en série, ça a obtenu son succès, et là voilà, donc le jeu de plateau, qui est la juste continuité, puisque développer un jeu vidéo, c'est beaucoup plus cher. Par rapport au matériel, plus le coût de la licence, je pense que c'est pas non plus C'est un pas une bonne affaire énorme pour eux, hein. succès. Ouais. Non, je pense que là, pour le coup, ils doivent s'en mordre un peu les Pourtant, doigts. ça a du succès, Euh, Umbrella Academy, hein. Ouais, la série avait remporté, Mm. je crois au début, je crois que finalement ça avait un peu périclité sur D'accord. les saisons suivantes. Mais l'idée, voilà, c'est que vous allez devoir coopérer dans une ville, combattre un super vilain en passant de lieu en lieu, en Mm. faisant vraiment de la gestion de territoire et puis en détruisant les sbires jusqu'à détruire l'ennemi. Et la petite particularité est que dans cet univers, chaque héros a aussi sa part d'ombre. Et donc du coup, à n'importe quel moment, et bien voilà, Un peu déraillé, quoi. vos troubles peuvent venir troubler la partie. Ouais, bah, c'est sympa, ça. Et du coup, voilà, c'est une petite composante supplémentaire en disant que voilà, pendant quelques tours, vous allez peut-être passer du côté obscur, emmerder les autres. Voilà, je trouve que sur le concept, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, Faut je voir trouve que le comment ça jeu tourne, manque quoi. un peu de finition, surtout pour un univers graphique déjà existant. Mm. Bah, les figurines sont Ce qui jolies, quand même, je explique trouve. peut-être l'absence de succès absolu. Les figurines sont jolies, mais le plateau est un peu vide. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un Mm. peu dommage Un pour peu cheapos. tiré d'un comics. Ouais, c'est sûr. Et puis on finit avec un jeu un peu plus abstrait, qui est Amygdala. Oui, et Amygdala, donc c'était par les créateurs derrière Azul et Paris. Ah bah tiens, ça Et m'étonne pas. ouais, Ça se voit tout de c'est suite. ah oui, au niveau du style, clairement on voit le côté abstrait extrêmement bien développé. Voilà, donc l'idée c'est que vous allez jouer dans une partie du cerveau qui gère les émotions. Et en gros, par le biais de petits tokens, vous allez devoir scorer en vous plaçant au bon endroit, en faisant des combinaisons d'émotions, etc. Donc c'est très abstrait, ça joue à la fois sur un plateau central et des petits plateaux personnels. Et puis voilà, le matériel est juste magnifique, mais un peu cher. Après, ils insistent vraiment sur la qualité Mm. de leur matériel, peinture acrylique, Mm. qualité etc. Donc il y a une vraie, C'est un vrai beau un jeu. vrai travail Mm. de design. Ça sera proposé en français d'ailleurs. Bon, ça va sortir en Puis boutique, voilà, ça, donc non? Tu crois pas? ça va probablement sortir en boutique. Après, Ouais. c'est Avec pareil, c'est peut-être pas pas les mêmes éléments. voilà, par contre, celui-ci n'est pas financé encore, hein. Eh ouais. Il reste 14 jours, mais on en est qu'à 73%. Mm. Donc quand on voit les précédents projets des deux créateurs, Bah ouais, c'est tout. je trouve ça assez surprenant et je me pose même la question sur ce type de projet, s'ils auraient pas dû passer par Kickstarter. Pour le coup, un projet comme ça aussi abstrait avec plein d'éléments, je trouve que la lisibilité GameFound ne rend Ouais, pas c'est pas hommage au top. jeu et je trouve que c'est typiquement le genre de jeu qu'on aurait peut-être pu voir se hisser un peu plus haut s'ils étaient passés sur Kickstarter, qui est un peu plus aussi habitué à ce genre de projet. Je pense que pour l'instant, les gens n'identifient pas vraiment GameFound comme une plateforme pour ce style de jeu, alors que Kickstarter, si. Donc je me demande si c'est pas une erreur de strat d'avoir choisi GameFound au détriment de Kickstarter. Je suis d'accord. Et ben parlant de Kickstarter, on va repasser sur les 3 premiers du classement, parce que c'est que du Kickstarter. D'ailleurs, il n'y avait qu'un GameFound dans le classement cette semaine. Et en 3e position, tu parlais de déception au niveau du résultat. Et ben on va jeter un pavé dans la mare, parce que 3e position, c'est Cyberpunk 2077, Gangs of Night City, The Board Game. Là, sur le papier, c'était du tout cuit. Il y avait Call Me Or Not, Zombicide, Bloodborne, tout ça. Bon, un des plus gros éditeurs de jeux en place. Licence hyper porteuse, puisque c'est l'adaptation du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Et pourtant, voilà, il est sorti il y a 3 jours, il en est à 277 000 euros, 3 936 contributeurs, il reste 13 jours. Alors évidemment, il y a plein de jeux qui aimeraient avoir ce score au bout de 3 jours, nous sommes tous d'accord. Mais vu la licence, vu la force de frappe de Call Me Or Not, je pense que c'est une sacrée déception pour eux. Alors là, Après, je me permets juste de apporter une légère nuance à ton propos. Je pense que justement, c'est la licence qui a nui. Faut pas oublier que Cyberpunk 2077, c'était un jeu extrêmement attendu en jeu vidéo et ça a été un énorme flop. Je pense que c'est un des plus gros scandales de l'histoire du jeu vidéo. Quand on parle du produit jeu vidéo de ces dernières décennies, c'est quelque chose d'incomparable avec une entreprise qui était au top, CD Projekt, qui s'est retrouvée
dans la mouise financièrement. Le jeu, il est toujours en train d'essayer de réparer les erreurs. Plus on va pas parler des conditions de travail qui étaient juste insupportables avec des périodes de crunch complètement déloyales Mm. et juste inadmissibles. Et puis voilà, pour un jeu qui s'est carrément fait bannir de la PlayStation, hein, Mm. avec une interdiction de vendre le jeu. Donc je pense que Mais le titre est très porteur quand même. le Tu peux pas titre le est nier, quoi. porteur, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il est vraiment entaché. Le Cyberpunk, ça parle Cyberpunk 2077 avec le logo CD Projekt Red, c'est quand même porteur encore chez les joueurs de très mauvais souvenirs. Mm. D'ailleurs, je pense que s'il y a un tel décalage entre la sortie du jeu vidéo qui est comme sorti il y a bientôt 2 ans Mm. et le jeu de plateau, c'était peut-être pour faire un peu passer la pilule. Je pense que la pilule n'est pas complètement passée, quand bien même le jeu tente de s'en sortir, hein. Et puis surtout, bah, le jeu n'a pas beaucoup d'intérêt en Bah, vrai. c'est ça, je pense aussi que le joueur de Cyberpunk, là on se retrouve avec un jeu de prise de territoire, hein. Vous allez incarner un gang et vous allez essayer de prendre des territoires. Alors c'est pas tout à fait ça, parce que dedans il y a la notoriété, enfin il y a tout un tas de trucs qui fait que vous montez en échelle dans le pouvoir. C'est pas juste une prise de territoire, je prends le truc voisin, parce que le plateau est assez petit finalement. Ils ont essayé de vitaliser tout ça avec un défi de scénario, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes de scénario qui vont un peu modifier votre gameplay. Suivant votre chemin. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai l'impression que même Cool Mini or Not a pas mis le paquet dessus. Tu vois, ça sort vraiment, même au niveau du matériel, t'as vraiment l'impression que c'est une petite sortie pour eux. Voilà. Ou peut-être que ça avait beaucoup plus d'ambition au début et effectivement comme le jeu vidéo est parti en jus de boudin. J'ai l'impression qu'ils ont vachement rétracté leur ambition sur ce jeu. Donc ouais, ça sent un petit peu le jeu sorti à la va-vite par Cool Mini or Not parce qu'il faut le sortir. Mais on n'a pas l'impression qu'ils le sortent comme un zombicide ou un autre poids lourd de la marque, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez que la sortie de ce Cyberpunk 2077 est un petit peu sous le tapis, fait sous le tapis par Comini or Not? Et expliquez-nous pourquoi ça ne marche pas tant que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur ce qu'on a avancé? Le résultat, c'est que le jeu ne va pas avoir grand intérêt parce qu'il y aura eu beaucoup de stretch goals. Comme c'est un jeu à univers, donc tu auras eu plein de figurines de débloquer avec des personnages très baroques, pourquoi pas. Il y a aussi un truc, moi je trouve décevant, c'est qu'apparemment tu peux pas choisir tes personnages qui vont dans le gang. Tu vois, c'est des gangs tout faits, prêts à l'emploi. Et je trouve que, au contraire, ça aurait été rigolo de pouvoir composer son propre gang parmi toute la variété de personnages selon ses capacités. Alors je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc tout ça fait que j'ai... Ouais, et puis des jeux Cyberpunk, on en a extrêmement vu, quoi. Surtout des jeux comme ça. Et, des jeux de prise de pouvoir, de prise de territoire, avec des netrunners qui vont dans le... Enfin bon, voilà, quoi. C'est toujours un peu les mêmes thématiques, toujours un peu les mêmes mécaniques, et j'ai l'impression qu'il y a un peu une overdose. Enfin, tout cela fait que ça marche pas très bien, entre guillemets, hein, toujours évidemment, entre guillemets, parce qu'il est quand même 3ème du classement, mais pour un Comini or Not, avec un titre comme ça, c'est... Voilà. Je pense qu'ils sont assez déçus, ou pas, si le but c'était de le sortir un peu à la va-vite et un peu discrètement. Je ne sais pas. 2ème place de ce classement, beaucoup plus intéressant, c'est Skyrise, 312 000, ça n'arrête pas de monter, 313 000 euros, 4500 contributeurs, 7 jours avant la fin. Et là, on vous emmène dans les nuages, puisque dans Skyrise, vous allez bâtir une cité flottante. Et déjà, je surkiffe ce genre d'univers. Et vous allez incarner des architectes. Il y a des personnages célèbres, d'ailleurs historiques, hein. T'as Fritz Lang notamment. Fritz Lang avec Ouais. les filles, avec les bâtiments de immeubles Metropolis. Metropolis. C'est cool, Ouais, c'est ça, génial. rien que pour ça, ça Ouais, ça c'est vaut le cool. détour. Et donc, Tu sens qu'on aime le cinéma parce que j'ai un peu l'impression qu'on s'enjaille dès qu'il s'agit d'avoir des références de cinéma. t'aimes la science-fiction, t'as pas vu Metropolis, allô quoi, tu vois. Donc voilà, donc c'est très bien pensé parce que chaque architecte a son style. Ce sont des architectes qui ont réellement existé. Et donc les bâtiments sur le plateau, parce que les bâtiments sont en figurine, eh bien, reflètent la personnalité de ces architectes. Et vous avez un plateau un peu en relief pour symboliser la cité dans les nuages, pour faire une référence d'une émission quand j'étais petit. Et donc voilà, donc c'est un jeu de gestion évidemment, hein. Il va falloir placer vos bâtiments
pour avoir la plus grande renommée. Ça me rappelle un peu un jeu que j'ai eu il y a pas longtemps qui s'appelle Foundations of Rome. Et j'ai un peu peur aussi, c'est peut-être ça le défaut, que le matériel soit un peu surdimensionné par rapport au gameplay, à la thématique. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Bon, ce n'est pas au point de Foundations of Rome qui était du plastique porn, hein, on peut le dire. Ouais, on a vu ton déballage chez Mathieu, là, Oui, c'était oui, assez voilà, je le impressionnant. présente dans l'émission What's Up Troll si vous êtes curieux. Donc voilà, mais ça a l'air quand même assez joli, quoi. Je trouve que ça a de la gueule, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, bah ouais, et je trouve qu'en plus en termes d'univers, je trouve ça super intéressant ce truc entre univers fantasmé, plus personnages réels, plus ce que eux-mêmes ont fantasmé dans enfin, dans l'univers qu'ils ont créé. Je trouve qu'il y a plusieurs strates qui s'imbriquent et je trouve que c'est une super idée en fait. Fallait y penser Ouais. et plutôt que nous sortir un énième héros grec ou et super-héros Marvel et machin, etc. Nous sortir, bah voilà, des architectes. En plus, c'est architecte sans en être, parce que bon, Oui, Fritz Lang, c'est un cinéaste, hein. c'est un cinéaste, mais effectivement, il le considère comme un architecte de par l'imaginaire qu'il a créé au travers de ses films. Et je trouve que bah, la thématique, en tout cas, prend clairement un sens beaucoup plus fort. Après, je te rejoins, et c'est une réflexion qu'on a déjà faite plein de fois, donc je vais aller très vite, mais trop de plastoc. Ouais. Beaucoup trop de plastoc, et je trouve que bah voilà, aujourd'hui ça a plus vraiment de sens de faire des jeux comme ça, quand bien même l'idée est super cool, que le matériel est vraiment joli. Après, ça a plus de sens ici que dans d'autres jeux, Oui. clairement, mais c'est trop, enfin c'est vraiment trop. Enfin, il faut savoir que c'est pour la version de luxe, hein, les immeubles en plastique. Vous avez une Essential Oui. Edition, c'est-à-dire l'édition de base, et c'est du bois, c'est des meeples en bois. Oui, mais alors, les meeples en bois, ils sont absolument pas travaillés, hein. Enfin, Ah en bah, c'est vrai, ça. c'est presque un peu scandaleux, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous auriez pu faire travailler un minimum. Là, tout te pousse à Ah bah, tout te prendre pousse à prendre l'édition de d'autres. l'histoire. Non, mais l'autre a vraiment de la gueule. Le plateau, il est Ouais. magnifique, les immeubles, ils sont cool. Surtout quand t'aimes l'architecture, c'est un petit bonheur, quoi. Et elle est Donc, pas excessivement plus chère en plus. C'est non, ça non, qui est non. fou, c'est Ouais, que ouais. ça joue à quoi? À 30, enfin, 30 euros de différence, Ouais, même ouais. pas? Donc, ouais, il est bien sympathique, ce jeu, hein. Il donne un peu envie, quand même, hein. En tout cas, on n'est pas les seuls parce qu'il est deuxième du classement cette semaine. Et alors, premier, roulement de tambour, c'est Septima. 582 000 euros. Il flirte avec les 8000 contributeurs. Il aura sûrement dépassé le temps que vous écoutez cette émission. Et il reste une petite semaine. Donc, c'est le gros carton de la semaine. C'est un gros éditeur, hein, qui a fait Voidfall. C'est le jeu le 4X spatial, je crois qu'il n'est pas encore livré d'ailleurs. Je l'avais essayé à SN, c'était vachement chouette, hein. Donc, Ouais, et puis il été un avait fait énorme succès. Anachronie Et et Anachronie, voilà. Tricerion. Anachronique, énorme succès. Ils en ont fait d'ailleurs un deuxième printing. Donc voilà, donc c'est leur nouveau jeu, Septimana. Et bah là encore, tu vois, je trouve que c'est fait c'est de super bon goût, quoi. Ah ouais, C'est bah, vraiment c'est là où, super, quoi. Ça tu donc, vois, je vais pas vous mentir, moi, quand on a commencé cette semaine, compte tenu de l'émission qu'on a fait il y a 2 semaines, j'appréhendais un peu. Vraiment, je me suis dit, est-ce qu'on aura une émission Et bah voilà, et ben on retrouve dans ces périodes-là aussi des jeux avec une âme, et ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, celui-ci, j'ai hésité. J'avoue que j'ai hésité à pledger. Bon, j'ai plus suffisamment de temps, donc je me suis abstenu. Mais tout me plaît. D'ailleurs, c'est en termes de matériel, c'est l'antithèse absolue du jeu précédent. On a autant de matos, mais tout est plutôt éco-responsable, petit meeple en bois, cartes extrêmement épurées, plateau à carton, il y a le minimum syndical en termes de plastique, donc je trouve ça assez et drôle la direction d'avoir artistique est très épurée aussi, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah ouais. On va peut-être pitcher quand même. Donc Je t'en prie. Septimana, c'est la reine des sorcières en fait, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et donc vous allez vous rejoindre à une espèce de rêve party de sorcières où ils vont élire la Septimana. Et donc vous allez vous balader dans la forêt alentour pour chercher des ingrédients, faire des potions. Vous allez pouvoir se transformer en animal. Vous allez pouvoir soigner aussi des gens. Vous allez, voilà, il va falloir démontrer le génie de vos pouvoirs de sorcière afin de devenir la reine des sorcières. Et c'est superbe. Ça a l'air super. Et le gameplay a l'air hyper coolos, quoi.
hyper cool. Parce qu'en plus, au-delà de ça, c'est-à-dire que oui, vous pouvez aller aider les habitants, etc. Donc vous pouvez tenter d'être un peu ambitieux, de scorer avec des potions vraiment impressionnantes. Mais le problème, c'est que si vous faites des choses trop impressionnantes, qui sortent trop du commun, et ben en fait, vous allez attirer le Ouais, regard de l'Inquisition. c'est excellent. Et donc du coup, au bout d'un moment, en fait, si vous en faites trop, Vous et faites ben remarquer. l'Inquisition va venir et va vous déposséder parce qu'en fait vous ne jouez pas qu'une sorcière, en fait vous Mm. allez jouer tout un clan avec des relations Mm. familiales, en fait des combos qui vont se faire avec les différents personnages que vous aurez recrutés. Il y a un Et donc côté voilà, The vous pouvez Thing, perdre, tu c'est vois. ça, Il y a une piste de suspicion comme dans The Thing. Et voilà. je Sauf trouve que c'est un que ajout ah excellent ouais. pour un jeu de sorcière. C'est excellent. Mais Ouais, et bien puis sûr. même, et puis en plus ça aide au niveau du gameplay, parce que l'idée c'est que tu te dis, bah tu peux avoir basé toute ta stratégie sur une combinaison de personnages, faire le kéké un peu trop fort, et là tu te retrouves, bah il te retire la pièce maîtresse de tout ce que tu avais pu construire, et donc du coup tu dois partir sur une autre stratégie, ce qui est de tenter de libérer. Mm. Parce qu'effectivement, si tu arrives à recruter des villageois, des gens, on va dire, un peu normaux pour venir t'appuyer, et ben en fait, ils peuvent tenter de faire pencher la balance et faire libérer le personnage pour que tu puisses Mm. récupérer. Donc ça donne toute une autre strate de jeu derrière, et effectivement, c'est tellement bien pensé. C'est tellement bien pensé. Ah ouais. Ça a l'air vraiment très bien. Il y a un pledge de luxe qui est super. Alors, vous avez des composants absolument magnifiques. 75 €, c'est pas non plus. Mm. Enfin, c'est pas la fin du monde, tu vois, niveau prix. Bah ouais. Plutôt, ça allait vous. T'as un Game Trace dedans, qui a l'air chouette, très bien pensé. Et voilà, il y a une VF en plus. Donc, allez voir ça de plus près. Septimana, il reste une semaine. Et il y a un solo en plus. Que là, il faut vraiment voir ça de près parce que ça a l'air bien cool. Et bien voilà, on a fait le tour du top 10 de cette semaine, des nouveautés. Dites-nous ce que vous pensez des jeux qu'on a présentés. Dites-nous quels sont vos chouchous. Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Mettez des pouces parce que ça fait du bien pour l'algorithme de YouTube. Vous connaissez la musique. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Là, on va essayer d'être moins absent là. Enfin, bon, on est absent qu'une semaine. Et toi, t'as été absent 2 semaines. Ça va. C'est vrai, Ça je va. peux être coupable. Ça va. Bon, allez. Ciao, Swan. Salut Erwan, salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Cheers.